Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans Discussion privée 2026. De retour, le triumvirat est de retour 2026. Et comme d'habitude, on va essayer de vous apporter une année riche en informations. Et l'année a démarré en trombe. On va essayer de suivre le rythme aujourd'hui, avec notamment l'une des actualités les plus importantes à l'heure actuelle partout sur Internet, en dehors d'Internet et dans la vie de tout le monde, le dossier Epstein qui a pris un nouveau virage. Donc, on va essayer ce soir de vous donner une perspective, comme on l'a toujours fait, différente de ce que vous pouvez entendre ailleurs. Et on va s'y mettre tout de suite. Donc, on va essayer de commencer avec déjà poser le cadre, voir un petit peu comment les médias mainstream traitent de cette actualité pour vous montrer, pour vous essayer de vous apprendre en tout cas à déchiffrer ce que les médias ne vous disent pas. Ensuite, on vous montrera la vraie actualité du dossier Epstein et on finira avec une perspective, notre point de vue sur ce qui est encore à venir dans cette affaire. C'est au moins la troisième émission qu'on fait sur ce sujet. On a commencé en 2023, on avait quelques années d'avance. Aujourd'hui, l'actualité mainstream nous rattrape. Donc, restez avec nous pour vraiment avoir une vue qui est différente de celle que vous pourrez entendre aussi bien sur les canaux mainstream que sur les canaux alternatifs. Sans plus tarder, on va dire bonsoir à tout le monde ici. Donc, on a Blackmon Patriot TV qui nous reçoit dans cette émission. Salut, comment ça va? Oui, bonsoir à tous, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, cher public. On va d'abord dire bonsoir rapidement au canal 17 et puis après, je vais enchaîner sur sur la chronologie mainstream de l'affaire Epstein. Yes, Yes. bonsoir Canal 17. Bonsoir Content de te Boris, revoir. bonsoir Black Bond. Très content d'être là ce soir. Ah, c'est parti, je crois, hein. Là, on a eu un début Ouais. d'année waouh, rocambolesque. C'est sur toutes les lèvres de toute la planète, Jeffrey Epstein. Et donc, on va essayer de pas décevoir notre petit public qui grandit, qui grandit. Et donc là, les gars, c'est parti. On rentre dans le bain. On va parler français. Allez. Allez. Dans un premier temps, on va commencer un peu par une chronologie mainstream, parce qu'attention, il y a plusieurs chronologies, mais on va commencer par la chronologie mainstream, dans ce que vous pouvez trouver sur Google. Donc l'histoire visible, il y aura une seconde partie qui sera l'histoire cachée. Donc je vais me charger donc de ce travail mainstream. Let's go. Alors, euh, on va se baser donc sur les événements clés, son parcours, ses crimes, les principaux acteurs impliqués. Alors, c'est une affaire qui est construite à partir de sources judiciaires mainstream, des enquêtes journalistiques et des documents publics disponibles jusqu'en février 2026. Donc, l'affaire a commencé dans les années, on va dire, on va commencer par les années 50 à 80. Donc, les origines et l'ascension fulgurante de Jeffrey Epstein. Alors, cet individu est né le 20 janvier 1953. Il s'appelle Jeffrey Edward Epstein à Brooklyn, à New York, dans une famille modeste juive. Dans les années 1970, sans diplôme universitaire, il enseigne les mathématiques et la physique à la Dalton School, qui est une école élitiste de Manhattan entre 1974 et 1976. Il y rencontre des parents influents, ça aura son importance, vous le verrez plus tard. En 1976, il entre chez Bear Stearns, qui est une banque d'investissement, grâce à un contact parent d'élève. Il devient trader option, puis limited partner en 1980. En 1981, il quitte Bear Stearns dans des circonstances troubles, donc on parle de rumeurs d'infraction aux règles. En 1982, il crée J. Epstein Co., qui plus tard deviendra Financial Trust Company, une société de gestion de fortune pour milliardaires uniquement. Son seul client connu pendant des décennies est Les Wexner, qui est le fondateur de L Brands et de Victoria's Secret, que tout le monde connaît. Hmm. Pendant les années 1980 à 1990, Epstein devient extrêmement riche. Il achète des propriétés luxueuses, dont un hôtel particulier à Manhattan, donc acheté via Wexner entre 89 et 98, d'une valeur de 77 millions de dollars, donc valeur estimée en 2019. Il achète également le manoir à Palm Beach en Floride, le ranch Zorro au Nouveau-Mexique et l'île Little St. James, qui est surnommée l'île des pédophiles ou bien Pédo Island. Alors, les acteurs clés durant cette période sont Les Wexner, qui est un peu le mentor et probable source principale de sa fortune. Ils ont une relation qui est très étroite jusqu'au milieu des années 2000.
Il y a évidemment Ghislaine Maxwell, qui est la fille du magnat Robert Maxwell, qui est mort mystérieusement en 1991. Elle entre dans la vie d'Epstein vers 1991-92 et devient sa compagne, puis recruteuse principale de toutes les jeunes filles dont on va parler plus tard. Alors maintenant, on va passer donc aux années 1990-2004, donc le réseau mondain et le début des abus systémiques. Alors de 1992 à 2000, Epstein fréquente l'élite mondiale, donc les vols en jet privé, le fameux Lolita Express, donc tout ça est documenté est documenté un peu partout. Il va fréquenter Donald Trump qui va être son voisin à Palm Beach. On parle de Bill Clinton aussi avec plus de 26 vols documentés, donc après sa présidence, souvent sans les services secrets. On parle du prince Andrew qui est très proche de Epstein. On parle de multiples séjours sur l'île. Il y a également d'autres noms récurrents qui reviennent comme Alan Dershowitz, qui est son avocat, Ehud Barak, qui est l'ancien premier ministre israélien. On parle de Bill Gates, on parle de Woody Allen, etc., etc. En 1996, c'est la première alerte connue au FBI par Maria Farmer, qui est une artiste. Elle signale donc des abus sexuels sur elle et sa sœur mineure. Et le FBI n'ouvre pas d'enquête sérieuse avant 2006. Entre 2002 et 2005, c'est donc la période la plus documentée des abus. Donc Epstein et Maxwell recrutent des dizaines de mineurs de 14 à 17 ans sous prétexte de massages payés 200 à 300 $, qui dégénèrent bien sûr en agressions sexuelles. Certaines victimes sont payées pour en recruter d'autres. Donc là, on a affaire au système pyramidal où on retourne les victimes en agresseuses. Donc, entre 2005 et 2008, on a la première enquête en Floride, donc avec le fameux Sweetheart Deal. En mars 2005, l'enquête de Palm Beach, donc la police, après la plainte des parents d'une fille de 14 ans, rentre enfin en action. Entre 2005 et 2006, donc, on a plus de 30-40 victimes identifiées par la police locale. Le FBI ouvre le fameux Operation Leap en mai 2006. En 2007, on a les négociations secrètes entre Alexander Acosta, qui est le procureur fédéral, et Alan Dershowitz, qui est l'avocat d'Epstein. Le 30 juin 2008, Epstein plaide coupable uniquement au niveau de l'État pour sollicitation de prostitution plus sollicitation avec mineurs. Il est condamné à 18 mois, mais en fait, il est libéré après 13 mois réels. Un accord secret immunise Epstein et ses éventuels co-conspirateurs contre les poursuites fédérales. C'est une décision qui est évidemment éminemment critiquée. Les acteurs clés de cette période sont donc évidemment Alexander Acosta, qui démissionnera en 2019 quand l'accord sera réexaminé. Il y a évidemment Alan Dershowitz, dont son avocat, dont l'avocat vedette, qui est accusé plus tard, mais qui va démentir. Voilà, c'est vraiment les acteurs clés de cette période. Alors, on a la période 2009-2018, qui est un peu la période de liberté surveillée et de nouvelles plaintes. Epstein continue de vivre luxueusement. Il garde des relations avec Clinton, Bill Gates, le prince Andrew, etc. En 2015, on a Virginia Giuffre, donc ex-Virginia Roberts, qui porte plainte contre Epstein et le prince Andrew pour abus sexuels répétés. Elle dit avoir été offerte à Andrew à 17 ans. Un accord à l'amiable est trouvé en 2022 avec Andrew, donc on parle d'un versement estimé entre 12 et 16 millions de livres sterling. En 2018, on a une enquête explosive du Miami Herald, donc par Julie K. Brown, qui redonne donc la visibilité aux victimes et met la pression sur le ministère de la Justice. En 2019, on a donc l'arrestation fédérale et qui va se suivre par la mort. Donc le 6 juillet 2019, on a donc l'arrestation à Teterboro, dans le New Jersey, par la police du district sud de New York, tristement célèbre. Alors, accusation fédérale donc de trafic sexuel de mineurs, conspiration de 2002 à 2005 principalement. En juillet 2019, perquisition de ses propriétés. On a des photos nues de mineurs, des CD avec des images, bref. On a de l'argent liquide, passeport falsifié. Le 23 juillet 2019, donc tentative. Alors là, c'est très, très mitigé. Donc, tentative de suicide ou bien agression en détention. On ne sait pas encore, c'est flou. Et le 10 août 2019, donc la mort de Jeffrey Epstein dans sa cellule. L'autopsie officielle tire donc la conclusion, c'est que c'est un suicide par pendaison, même s'il y a de nombreuses irrégularités, notamment des caméras qui ne fonctionnaient pas,
des gardes absents et le retrait du Suicide Watch. De 2020 à 2022, donc on a le procès Maxwell avec les règlements civils. En juillet 2020, arrestation de Ghislaine Ghislaine Maxwell dans le New Hampshire. En décembre 2021, donc elle est condamnée sur 5 chefs, trafic sexuel, conspiration, transport de mineurs à des fins sexuelles. Elle prend 20 ans de prison qui sont confirmés en appel. En 2022, on a le prince Andrew qui règle à l'amiable avec Virginia Giuffre. On a également JP Morgan et la Deutsche Bank qui règlent aussi des plaintes. On parle de 290 millions de dollars cumulés pour avoir facilité les flux financiers d'Epstein. De 2023 à 2026, on a donc la divulgation en plusieurs étapes des documents et soi-disant la fin des espoirs de la liste des clients. Donc en janvier 2024, on a la déclassification partielle des documents du procès Giuffre vs Maxwell. Il y a 170 à 180 noms qui sont cités, donc Clinton, il y a Trump dedans, Andrew, Hawking, Copperfield, etc. La plupart apparaissent comme contacts sociaux. Il n'y a aucune preuve automatique de crime. Hein. Voilà, donc en 2025, le retour de Trump, promesse, et donc Trump promet donc la déclassification totale des Epstein Files. De mars à juillet 2025, on a la revue interne du FBI et du ministère de la Justice avec des mémos qui concluent qu'il n'y a pas de liste de clients, pas de preuves de chantage systémique et la confirmation de la mort par suicide. De décembre 2025 à janvier 2026, donc là on y arrive. Donc aujourd'hui, publication massive, entre 3 et 6 millions de pages, 180 000 images, 2000 vidéos, nouveaux éléments sur échange Epstein-Musk 2012 à 2014, Clinton, Andrews, Gates, Branson, mais aucune accusation criminelle nouvelle contre ces personnes. Donc voilà, en juillet 2025, on a le FBI et le ministère de la Justice qui referment officiellement l'enquête principale. Et en avril 2025, on a le suicide de Virginia Giuffre, qu'on a malheureusement, nous, relaté donc en avril 2025. Voilà un petit peu donc pour la partie mainstream. Maintenant, les amis, je vais vous laisser un petit peu, bon, parce que ça, c'est un peu la partie un peu bisounours pour essayer de présenter les choses de manière acceptable par le grand public. Maintenant, on va passer un peu aux choses sérieuses et on va parler de la partie, effectivement, de la partie cachée. Yes, bah là déjà, ce que tu nous as fait, Blackbone, c'est tout ce qu'on peut entendre sur tous les plateaux télé, sur ce qui concerne Jeffrey Epstein. Mais je ne sais pas si vous avez vu les répercussions qu'il y a eu là, déjà en 15 jours de déclassification. Là, je crois que c'était le 31 janvier que Trump a déclassifié les dossiers Epstein, malgré qu'il a dit que finalement, peut-être je ne les déclassifie pas, il n'y a rien à voir. On va en parler de ce genre de stratégie, on va en parler des répercussions. Mais là, on va comparer ce que Black Bond vient de dire, qu'on peut entendre partout, avec la vraie chronologie. C'est-à-dire que pour qu'aujourd'hui, là, on est à la mi-février 2026, pour que tous les plateaux télé, toutes les salles de presse, tous les gouvernements occidentaux n'aient que Jeffrey Epstein à la bouche, il y a eu du chemin. Il y a eu une guerre informationnelle, il y a eu des échanges de coups, jusqu'à arriver le moment où on libère ça sur Internet. Alors, tu vas attaquer la chronologie. On va commencer par ce que j'ai appelé la chronologie de la guerre informationnelle Epstein-Trump. Parce que les médias mainstream, et évidemment les opposants de Donald Trump et toute la gauche médiatique, dès qu'il faut parler d'Epstein, on met Trump dans le lot. Obligatoirement. Ça, c'est ce que le grand public voit partout. Alors qu'en réalité, quand on retrace l'historique, Donald Trump est le pire ennemi de Jeffrey Epstein. Et Jeffrey Epstein était presque le pire ennemi de Donald Trump. Et il y a un pourquoi du comment. Donc, on a eu, jusque début des années 2000, des actions en toute impunité. Et on a, en mars 2005, la police de Palm Beach qui ouvre une enquête sur Jeffrey Epstein. En 2007, on a Donald Trump qui bannit définitivement Jeffrey Epstein de ses propriétés suite à une plainte d'un membre. Jeffrey Epstein aurait harcelé sexuellement une adolescente. À cette époque-là, on est en 2005, 2006, 2007. Trump devient un informateur et coopère pleinement avec les enquêteurs, se distinguant comme la seule personne à répondre
au téléphone et à fournir des informations utiles. C'est ce que dit le procureur Bradley Edwards. On a la vidéo de ce monsieur-là, qui a été le premier procureur à enquêter en Floride sur Jeffrey Epstein, qui nous le dit mot pour mot. On va écouter ça. President Trump is that Le he is président the Trump only est la seule person who, personne in qui, en 2009, when I 2019, served a lot of subpoenas on a lot of people, or at least gave notice to some pretty connected people that I wanted to talk to them. He is the only person who picked up the phone and said, "Let's just talk. I'll give you as much time as you want. I'll tell you what you need to know," and was very helpful in the information that he gave, and gave no indication whatsoever that he was involved in anything untoward whatsoever, but had good information that checked out and that helped us, and that we didn't have to take a deposition of him. And that was in 2009? That was in 2009. So, do you know if there's any truth to James Patterson's claims that Trump kicked Epstein out of Mar-a-Lago? I've definitely heard. Ok, donc on est en 2009, les gars. On est en 2009-2008. Et Jeffrey Epstein se fait arrêter 2 fois. Voilà, donc c'est ce que Olivier vient de nous dire, ce que Black Bond vient de nous réciter comme étant la chronologie mainstream. Donc première arrestation pour Jeffrey Epstein, 2008, à cause de Donald Trump. Yes. On est en 2008, ok? On va descendre un petit peu, Boris. On a donc ce tweet de 2012 qui a extrêmement bien vieilli, de Donald Trump qui s'exprime publiquement sur Twitter. Le Twitter de l'époque, c'était quelque chose en 2012. Donc il s'exprime publiquement contre les pédophiles et le trafic d'enfants. Alors, je traduis le tweet quand même rapidement. Il faut faire quelque chose à propos de ces enfants disparus qui sont attrapés par des pervers. Trop d'incidents, procès rapide, peine de mort. Voilà ce que veut dire le tweet. C'est le 8 octobre 2012 que Donald Trump, ça remonte à longtemps quand même. 8 octobre 2012. Voilà. Il y a 13 ans. Ouais. Prise de position plus que publique sur les anti-pédos et toute cette élite-là finalement. Parce que quand on sait que Donald Trump était informateur directement pour le FBI, pour le procureur de Floride et pour tous les enquêteurs qui essayaient de faire tomber Jeffrey Epstein pour ça. Voilà, donc 2012, prise de positionnement public, c'est logique. Ça, c'est la timeline. Et on a, contrairement à ce que beaucoup voudraient nous faire croire, mais bon, on leur en veut pas, eh bien, c'est finalement grâce aussi à Donald Trump qu'on a eu l'exposition publique sur Internet de Jeffrey Epstein et de toutes les raclures qui l'ont entouré, notamment des anciens présidents. Et on a, durant sa campagne présidentielle dès 2015, Trump qui expose publiquement les liens Epstein-Clinton. Devant toute la télévision, il évoque les Iceland Problems de Bill Clinton. La vidéo dure 9 In my secondes. opinion, with the famous island with Jeffrey Epstein. A lot of problems. Bill Clinton. Nice guy. Got a lot of problems coming up, in my opinion, with the famous island with Jeffrey Epstein. A lot of problems. En traduction, en fait, on l'interroge sur Bill Clinton et il dit c'est un gars très sympathique. Et d'ailleurs, rappelez-vous de ça, quand Trump dit qu'il aime bien quelqu'un, il faut commencer à se méfier. Donc, il dit un gars très sympathique, mais qui a eu beaucoup de problèmes avec la fameuse île de Epstein, Bill Clinton. Voilà. Et ça, c'est durant la campagne présidentielle, justement. On va dire durant la convention républicaine où il va s'engager contre. C'est en 2016 ou en 2015 2016. Ouais. En 2016, effectivement, voilà, où il va donc briguer l'investiture du Parti républicain. Yes. C'est ça. Donc là, on est en début de campagne présidentielle et dès 2015, Donald Trump évoque l'île d'Epstein. À ce moment-là, littéralement personne ne connaît cette île à part les geeks d'Internet. C'est vrai. Voilà. Exactement. Et les élites qui y sont allées. Bien sûr, les élites les connaissaient, tu m'étonnes. Elles les connaissaient très bien même. Ouais. Voilà. Ouais. C'est vrai, c'est important de le signaler parce qu'il en parlait déjà et ça suffisait pour y faire allusion pour être documenté. Voilà. Donc le mec, on s'arrête déjà à 2015-2016. Le mec le fait tomber une première fois. Il en parle publiquement sur scène à la télévision. Il en fait son objet de campagne. Il en fait sa colonne vertébrale pour son administration. Une lutte anti-pédophile. On continue.
Et là, pendant cette campagne présidentielle, les gars, 7 octobre 2016, on a les emails de John Podesta, qui est alors directeur de campagne d'Hillary Clinton, qui sont publiés par Wikileaks et qui révèlent pour la première fois au grand public les coulisses des horrifiques réseaux de Washington, D.C. À ce moment-là, on parle de Pizzagate, mais on C'est la parle première fois qu'on commence à entendre le mot que le Voilà. Pizzagate, en fait, comment dire ça, apparaît sur la scène publique. Le Pizzagate. Yes. C'est la toute première fois qu'on relie des échanges de ces personnes influentes à Washington et dans le monde entier qui font référence à des noms de code pédophiles. Voilà. Donc, il y a, Exactement. Et je tiens à préciser quand même, juste, excuse-moi, après je te laisse continuer. bien sûr, L'affaire a été étouffée de manière très très intelligente, il faut quand même le reconnaître. Ils ont envoyé un type, en fait, c'est un de leurs types qu'ils ont envoyé donc tirer donc dans une pizzeria et donc se passer pour un fou en fait. C'est là. Ils ont dit, vous voyez un peu les gens qui parlent du Pizzagate, c'est ce genre de tarés comme ça qui vont dans des pizzerias tirer. Donc ils ont ridiculisé en fait toutes les personnes qui s'intéressaient au Pizzagate et c'est comme ça qu'ils ont réussi à étouffer l'affaire. C'est une petite parenthèse parce que j'ai vu des gens récemment là bien sûr. parler du Pizzagate en fait et qui ont identifié le Pizzagate à cet incident, mais qui ne se sont jamais intéressés au fond même de l'histoire de l'affaire du Pizzagate. Donc je tenais à le rappeler pour tous les Mais clowns évidemment, de médias. Et là, je parle des médias indépendants. Hein. Je parle même pas des médias mainstream. Donc je m'adresse à tous les clowns en fait, qui à chaque fois sont des putains d'opportunistes, qui ne s'intéressent pas à ces affaires, qui les prennent de haut. Et quand ça devient tendance, tout d'un coup, ils se transforment en mecs spécialistes du dossier, comme si ça faisait longtemps en fait qu'ils les suivaient. Donc voilà. Donc je m'adresse à eux. Ils savent très bien qui ils sont. Et puis Yes. Ah, on continue. c'est ça. Donc en Yes. fait, quand Yes, on a 2026, toute l'énergie là que tout le monde a pour regarder les fichiers Epstein et lire les mails de Jeffrey Epstein, et bien en 2016, il y a 10 ans, il y avait le même événement, mais avec le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Et le mail le plus notable, hormis toutes ces affaires de perversion, toutes ces affaires de satanisme, de pédophilie, tous ces liens-là qu'on a trouvés, nous, publics, à l'époque, grâce à ces fuites de données, c'est un mail de John Podesta à un certain, j'ai pas envie de dire de bêtises, John Anzalone, Ouais. je vois pas très bien Anzalone, ici. exact. Voilà. John Anzalone, exact. Voilà. Donc en gros, ce qui est dit dans ce mail, c'est que le deal iranien qui est en train d'être fait là actuellement, on est en 2015, hein, on est en juillet 2015, le deal iranien qui est en train d'être fait avec l'administration Obama va donner une guerre nucléaire au Moyen-Orient. C'est ce que ce monsieur-là envoie au directeur de campagne d'Hillary Clinton. C'est une campagne présidentielle. Ok, son directeur de campagne reçoit ça. Quelle est sa réponse? Yep, oui. Donc qu'est-ce qui se passe le 7 octobre 2016 quand ces dossiers sortent? On est à un mois des élections présidentielles américaines. Et en fait, ces gens-là sont prêts à déclencher une guerre nucléaire. Mais c'est même pas qu'ils sont prêts, c'est que c'était le programme en fait. C'est écrit. On- En plus, il On l'écrit. a l'impression c'est- que c'est ouais. écrit, que c'est leur programme. Non, mais Bah, c'était leur programme. dans l'email, il dit cet accord condamne la prochaine génération à nettoyer les débris Mais- d'une guerre nucléaire C'est dans ça. le Exactement. Golfe Persique. C'est En C'était âme leur et c'est le plus conscience. grand. Ouais, ouais. Donc c'est Non, mais- noir sur blanc, ils l'ont. Non, mais d'ailleurs, en fait, une petite Ils s'en parenthèse. cachent pas d'ailleurs. On peut s'arrêter là une seconde parce que les gens, du moins le grand public, les normistes, ne se rendent pas compte de ce à quoi on a échappé. C'est complètement fou, en fait. À quel point est-ce que le fait d'être mal informé te fait passer à côté de l'histoire. C'est C'est un clair. peu comme. Et je vais faire un parallèle, mais vraiment très rapide, et après je vais refermer la parenthèse rapidement. C'est un peu comme l'histoire du Covid avec l'opération Warp Speed. Les gens, ils ne savent Oui. pas à quoi est-ce qu'ils ont échappé. C'est ça qui est fou, en fait. Le C'est fait clair. d'être endoctriné par les médias mainstream, c'est une maladie très, très grave. Mais Mm. heureusement, on est là pour remédier à ça parce que, voilà, je ferme la parenthèse. Yes. Ouais, Ah, mais ouais, tu fais bien. Et puis c'est un email important. Hein. Tu as noté ici, Léo, parce qu'on pense souvent à Epstein, pédophilie, à tous ces abus. Mais ça étend le cadre. Ça nous montre un petit peu l'ampleur du problème. Mais c'est ça, parce que tu as évidemment tout cet aspect-là, Pizzagate, pédophilie, satanisme, mais en fait, ce qui a aussi été étouffé, hein, parce qu'on parle de coup par coup dans cette chronologie-là,
Tu as les fichiers qui sortent, c'est ce qu'on appelle l'October Surprise aux États-Unis. Juste avant une période électorale, les élections, c'est toujours en novembre aux États-Unis. On a la surprise d'octobre où tous les coups sont permis pour les deux camps. Et là, ce qui a été sorti contre le camp Hillary Clinton, mais si les médias mainstream n'étaient pas corrompus, c'était le truc le plus biblique du monde dans une course à la présidence. C'est-à-dire que la merde Ouais. qui a été sortie sur le camp démocrate, c'est effroyable. Voilà, c'est un mot à la Ouais. mode en ce moment. Donc c'est effroyable. Et, Et et je fais une petite parenthèse très très rapide encore, juste pour donner des points de repère aux gens, parce que là on parle beaucoup du camp démocrate comme le camp du mal. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'il y a une alternance. Des fois c'est le camp républicain, parce qu'on a eu des mecs comme George Bush, le père et le fils, qui avaient le même programme aujourd'hui que des mecs comme Obama et comme Biden. C'est-à-dire que bien voilà, sûr, là mais un coup c'est démocrate, un coup c'est républicain. Il faut quand même le dire. je te mets une pause. Qui a voté pour un mur à la frontière mexicaine aux États-Unis? Bush. C'est George Bush. Yes. First one. C'est pas Donald Trump. Bref. Ah oui, non. Mais c'est vachement important, Léo, cet email. Et comme tu disais, c'est WikiLeaks, parce qu'il faut revenir au WikiLeaks pour remettre le contexte, sont basés sur Bien sûr. des preuves tangibles. Ce sont pas des témoins qui disent avoir entendu. À l'époque, on sort, comme on est en train de le voir sur l'écran, noir sur blanc, les conversations des emails. Et c'est là où le bas blesse pour les médias de ne pas avoir ne serait-ce que considéré cette information. C'est ça. Et c'était il y a c'est déjà ça. 10 ans. Ok. Donc on résume. Il y a 10 ans, un mois avant les élections présidentielles de 2016, les médias ont eu en leur possession une information qui certifiait noir sur blanc que le directeur de campagne d'Hillary Clinton savait très bien qu'ils allaient déclencher une guerre nucléaire au Moyen-Orient. Mm. Et ils se sont tus. Ils ont étouffé l'affaire. Yes. Voilà. C'est incroyable. Mais Et bon, ensuite, on arrive finalement à une reprise de contrôle de la branche exécutive américaine avec l'élection de Donald Trump le 5 novembre 2016. Et donc on est 7 jours, une semaine après les élections. On a le général Flynn, qui est très peu connu à l'époque, qui balance le discours le plus historique de sa carrière, face, je crois, voilà, une conférence universitaire, je ne sais plus ce que c'était. yes. Et en gros, le général Flynn officialise l'armée de soldats numériques sur Internet. Des citoyens, journalistes. Pour contrer donc les médias mainstream, tout simplement. C'est vraiment là que la guerre de l'information, c'est le début de la guerre de l'information. Exactement. Yeah. Cette guerre d'information-là s'est matérialisée le 12 novembre 2016 avec ce discours. Et on va le mettre. Voilà. We have an army of digital soldiers. What we are now, I call them, because this was an insurgency, folks. This was run like an insurgency. This was irregular warfare at its finest in politics. And that story will continue to be told here. But we have what we call citizen journalists. Okay? Because the journalists that we have in our media did a disservice to themselves, actually more than they did to this country. They did a disservice to themselves because they displayed an arrogance that is unprecedented. And so the American people decided to take over the idea of information. They took over the idea of information, and they did it through social media. Ouais, ça suffit, je pense. Ouais, ça suffit largement et c'est vachement intéressant parce que vous comprenez maintenant aujourd'hui avec cette vidéo, par exemple, vous comprenez et avec les informations qu'on vous procure, vous comprenez un petit peu la panique en fait qui est dans pourquoi est-ce qu'ils veulent justement censurer et même carrément supprimer tous les réseaux sociaux, pourquoi est-ce qu'ils sont en panique, pourquoi est-ce qu'ils détestent tant, pourquoi est-ce qu'ils parlent tant de complotisme. En fait, quand ils parlent de complotisme, ils parlent des journalistes. Ceux qui vivent, c'est les journalistes citoyens, hein, ceux qui ne sont pas à leur botte. Donc là, vous voyez, il y a tous les fils, en fait, il y a toutes les connexions qui, je pense, qui commencent un petit peu à se faire et je pense que les choses deviennent beaucoup plus claires, en fait, pour ceux qui viennent de
de rentrer dans la danse. C'est Ouais. ça l'idée, c'est de faire les liens entre ces événements à travers une chronologie qui est logique. C'est une guerre. Ok, c'est ce que Flynn explique, qui est à l'époque conseiller à la sécurité nationale, les gars. C'est pas le journaliste citoyen du coin. C'est le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Ok. Et c'est le mec avec la plus haute habilitation secret défense. Mm. Donc c'est pas des Yes. conneries. Et on est coup par coup, c'est-à-dire on vient de sortir le dossier du siècle, les mails Podesta. Vous étouffez l'affaire, mais on remporte quand même l'élection. On officialise une armée numérique. Et ensuite, donc on a, pour le contexte de la reprise la reprise de la branche exécutive américaine, il y a ce passage-là très important de l'inauguration de Donald Trump à la passation de pouvoir avec Obama, mais qui est en fait une passation de pouvoir entre Washington DC, ces élites-là, le monde Epstein, voilà, on va vous l'appeler comme ça, le monde Epstein, tout ce réseau-là de l'État profond, qui quitte le pouvoir le 21 janvier 2017. Et c'est ce que cette passation de pouvoir signifie. Et c'est les images qu'on va essayer de vous montrer. C'est traduit en français. Et on a carrément Donald Trump qui te dit mot pour mot ça, quoi. Voilà. Boris, si tu arrives à mettre la vidéo. Today's ceremony, however, Toutefois, la has a cérémonie very d'aujourd'hui special meaning. a une signification Because toute today, particulière parce we are que not merely aujourd'hui, transferring power nous ne faisons pas from simplement one une passation de administration to pouvoir another, d'un gouvernement or à from un one autre party to ou another, d'un parti à but un we are autre. transferring power Nous faisons une from passation de Washington, pouvoir D.C. de and giving Washington it back to et nous you, le the rendons people. à vous, le peuple. For too long, a small Depuis group trop in our longtemps, nation's un capital petit has groupe reaped the dans la rewards of capitale government, a while the joui people des have récompenses borne de the l'État alors cost. que c'est le peuple qui en a payé les coûts. Voilà, Washington ça. flourished, Washington but the s'est people did développé, not mais share le peuple, in its. Bon, je pense qu'on peut Boris. arrêter là. Ah, voilà, ok. Ouais. Boris, tu as le Bon, micro voilà. qui est coupé par contre. Là. Oui, Boris a le micro. Donc, Ouais. ouais. Incroyable. Incroyable. Elle est codifiée, hein, cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas le contexte, mais je vais peut-être te laisser développer d'abord sur ce sujet, si tu le souhaites, Olivier. Non, allez-y les gars, je vous donne. Donc, si tu je vous vois, donne si la tu main. regardes les bérets que portent ces deux branches militaires, et on le reconnaît qu'aujourd'hui, hein, parce que c'est plus évident de le voir, on parle de l'armée à gauche, de la justice militaire à droite. En fait, ce qui est en train d'être clairement présenté au public, c'est qu'on transfère la juridiction civile à une juridiction militaire lors de ce transfert de pouvoir. Ça, c'est en 2017, pardon, le 20 janvier. Par contre, il faudra 10 ans lorsqu'on est en train de voir ce qui se met en place aujourd'hui pour comprendre ce que voulaient dire ces messages, mais ils étaient extrêmement bien codifiés et chaque détail dans cette vidéo a son importance. Très C'est bien. clair. La suite. La suite, c'est une vidéo extraite d'une interview de Mike Benz par Tucker Carlson. Mike Benz qui a, on va dire, été nommé, entre guillemets, par Internet comme l'expert sur toute la guerre d'information et la censure qu'il y a sur Internet. Et donc son discours à Mike Benz, en étayant des réunions officielles de l'OTAN à partir de 2016-17, donc cette période, Mike Benz, bah, voilà ce qu'il dit. Il dit qu'en gros, l'ennemi numéro 1 pour l'OTAN et cette puissance militaire et ses réseaux de renseignement et ses banques et toute cette zone occidentale-là, bah, c'était finalement la liberté d'expression sur Internet. C'était ces médias citoyens-là. Et donc, quand on repense à Mike Flynn, au général Flynn, qui juste après les élections nous parle de cette insurrection-là, cette guerre numérique-là, de ces soldats digitaux, de ces citoyens journalistes qui luttent voilà, contre les médias, entre guillemets, qui ont desservi le peuple, et bien les propos de Mike Benz sont
très pertinent. Donc on va mettre la vidéo. Et peut-être que Boris, tu pourras enlever le son de la vidéo. Comme ça, on essaye de lire en même temps, en fait, ce que dit Mike Benz. Before they doubled down on where they said, you know what, actually, outcomes like Donald Trump and Brexit. And at the time, NATO, its biggest fear was free speech on the internet. Donc à l'époque, en 2017, le briefing de l'OTAN disait que la plus grande menace pour l'OTAN, ce n'était pas une attaque de la Russie, parce qu'ils affirmaient que les guerres conventionnelles étaient révolues. La plus grande menace pour l'OTAN était la liberté d'expression sur Internet, parce qu'elle faisait monter en puissance le populisme à travers l'Europe. Vous aurez eu donc le Frexit, l'Italie-Exit, l'UE se serait effondrée, la branche commerciale de l'OTAN également, et ce qui signifie qu'il y aurait pu eu de bras armés pour protéger les banques mondiales, et toutes les sociétés de cartes de crédit se seraient effondrées, juste parce que vous avez le droit de dire ce que vous pensez sur Internet. Voilà. Et donc ça, moi, cette vidéo quand même, même si elle me dérange un petit peu, je vais vous dire pourquoi, parce que... Dis-moi. En fait, elle divise plus qu'elle rassemble. On a parlé de Le Pen, on a parlé de Salvini. En fait, tu vois, c'est un peu le piège dans lequel... Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu en ce moment, c'est le piège dans lequel beaucoup tombent. Le piège de la division. Ça veut donc dire qu'il y a des gens, dès que tu vas dire c'est non, non, on va dire les choses. Dès que tu vas dire c'est non, ils vont se sentir exclus. C'est factuel, ça veut dire, tu vois. Et c'est pour ça que je ne suis pas super fan, en fait, de ce genre de vidéos, si on veut rassembler et ouvrir, en fait, réveiller les gens, parce que les gens, ils sont programmés, on parle à une matrix, on parle à des gens, Enfin, notre but, c'est d'essayer de réveiller le maximum de personnes, on est bien d'accord, c'est de faire comprendre, en fait, des choses aux gens. Et si on commence, même, je parle de ça parce que même moi, je le fais, même moi, je suis dans ça, et à chaque fois, je me fais la réflexion, je me dis, mais est-ce que comme ça, en fait, est-ce qu'on remplit vraiment la tâche qu'on est censé faire, en fait, en quelque part, en opposant un camp à l'autre? Vous en pensez quoi de ça, très rapidement? Moi, c'est pour prendre un peu de recul sur la vidéo en elle-même. Hein. Déjà, sur le principe de rassembler, bien sûr qu'on est conscient de cette mission. Par contre, sur la vidéo, je pense qu'elle expose en fait une stratégie qui était celle de justement transférer leur Totalement leur axe d'accord, mais c'est pas de ça dont je qu'un parle. tweet. Mais c'est pas de ça dont je parle. Vous savez semblait très qu'on parlait de bien. la vidéo aussi. Essayez d'avoir la vision, quoi. Vous voyez très bien de quoi je parle. On parle pas de ce que. Non, mais attendez. Après, le but, c'est que si nous, on fait une vidéo pour s'adresser en fait aux gens qui nous suivent d'habitude, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, je suis un ma gueule. Mais si le but, effectivement, c'est d'essayer de réveiller les gens, de faire comprendre justement à ceux qui n'y comprennent rien, si le but, c'est ça, là, je trouve qu'on est un petit peu à côté de la plaque, de mon point de vue à moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mike Benz, lui, il se place en tant qu'analyste. Donc, il analyse la stratégie de l'OTAN. C'est ce qui s'est passé. Voilà. La stratégie de l'OTAN sur... Non, mais les gars, on est d'accord sur ça. Je sais, mais laisse-moi finir. On le sait, ça. Mais je dis, essayez d'avoir la vision, de dépasser un petit peu notre vision à nous, d'aller au-delà de notre fenêtre, en fait. C'est ça que c'est après, bien sûr. Ça, c'est après, une fois qu'on prend du recul. Justement. Écoute, regarde. Ce que Mike Benz fait, c'est qu'il énonce les faits sur la base de la stratégie de l'OTAN. Mais évidemment que quand tu regardes de plus près au cas par cas, nous, la Marine Le Pen en France, elle n'est pas du tout légitime aujourd'hui, avec les actions qu'elle fait, à représenter ce qu'on appelle ce populisme-là. Voilà. C'est pas du tout J'insiste objectif. encore sur le mot. Voilà. J'insiste encore. Alors, non, parce que là, comme je vois qu'il y a l'opération Octobre, l'opération Q sur 4chan, le but de Q était de rassembler. Hein. C'était pas de parler de populisme contre machin truc. On est bien. Non, mais je vous rappelle quand même, hein, la base de Q, c'était quand même l'union, que tout le monde soit ensemble et compagnie. Hein. Et voilà. Voilà. Moi, je vous dis mon point de vue. Vous en faites ce que vous voulez, mais je peux pas m'empêcher de vous dire en fait, voilà, parce que j'ai une vision qui est un peu plus. Alors, on comprend pas où tu veux en venir. Parce que moi, j'ai cru comprendre ce que tu voulais dire. Vous comprenez pas où est-ce que je veux en venir, c'est très simple. Je dis que si on veut effectivement ouvrir l'esprit de personnes de ce qu'on appelle les pilules bleues, qui sont encore formatées et programmées sur le format gauche contre droite, je parle de ça. Tu captes de quoi je parle ou pas là? Donc si on veut donc ouvrir leur esprit, tu vois, là on est à côté de la plaque, c'est tout ce que je dis. Tout simplement, tu vois, voilà. Par contre, il faut exposer comment on arrive à ça. Je pense on a déjà eu ce qu'il fallait auparavant. On a eu ce qu'il fallait auparavant. Il ne faut pas trop en faire non plus. On a eu largement ce qu'il fallait auparavant, déjà. Bon, continuons parce que le temps tourne.
face, Opération Q. voilà, face à la stratégie de l'OTAN de censurer la liberté d'expression sur Internet, parce qu'ils ont eu peur que tout l'empire construit après la Seconde Guerre mondiale, les banques mondiales, les institutions supranationales, et toute cette puissance-là occidentale qui a été créée après la Seconde Guerre, bah, ça pouvait s'effondrer du jour au lendemain, juste parce que les gens avaient une liberté d'expression sur Internet. Et donc il y a plusieurs vidéos de Mike Benz qui expliquent bien le truc. Il y en Là, a ça me une, plaît. voilà, il y en a Voilà. une de 1h30, presque 2 heures avec Tucker Carlson où c'est une mine d'or d'informations. Beaucoup de gens la connaissent. Moi, je l'ai épinglé plein de fois sur mes réseaux. Et donc 2017, ça c'est la stratégie. Ok. Jusqu'en 2019, il la peaufine. Il y a le Russiagate dans l'histoire. Et c'est dans ce contexte-là que l'administration Trump lance l'opération Q sur 4chan. Pourquoi? Bah, parce que si la liberté d'expression sur Internet, elle est verrouillée, si les médias mainstream à la télé sont verrouillés, comment tu communiques avec la population? Tous les canaux de communication sont compromis. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que l'administration Trump, on parle de la Maison Blanche, ok, les militaires là, qu'on a vus à la passation de pouvoir en 2017, début 2017 après les élections, eh ben, ils sont connectés à leurs petits ordinateurs de la Maison Blanche, ils ont eu accès à tous les dossiers qu'ils pouvaient avoir, et ensuite, ils ont parlé de ça au peuple directement, mais pas sur les médias sociaux contrôlés, pas à la télévision, ils ont parlé de ça sur un forum anonyme. Voilà. Et ce forum, ça s'appelle 4chan. Et ensuite, ce que vous avez entendu, je parle au public, pour ceux qui nous découvrent, vous avez déjà entendu parler des théories QAnon, c'est ce qu'ils appellent dans les médias mainstream. Oui, oui. Il faut bien préciser, voilà. ça vient des médias Voilà. mainstream, ça. Le truc de Voilà. Qanon, là. Voilà. Mais Il y a quand Q c'est arrivé, et les Anon. voilà. Aujourd'hui, on le décrit comme ça. Mais quand c'est arrivé sur 4chan en octobre 2017, c'était l'anonyme qui s'appelait Q. QAnon, peu importe, voilà. Après, voilà. Les terminaisons ont évolué, mais aujourd'hui, voilà, il faut bien distinguer un anonyme qui est n'importe qui peut se connecter sur un forum et discuter, ok, et un anonyme qui a toujours la même signature électronique. Et là, voilà, le mec se faisait appeler Q, et on a découvert ensuite que c'était directement lié à l'administration Trump. Il y a eu des preuves, il y a eu des photos. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est dans ce contexte-là que naît l'opération d'information Q sur Internet. Voilà. Et donc c'est dans cet élan-là de guerre informationnelle et c'est dans cet élan-là de soldats numériques. Voilà. Yes, comme on l'a rappelé un peu plus tôt, effectivement. Donc là, le terrain de jeu sur ces années, c'est vraiment celui de l'information, celui de la liberté d'expression et comment ils ont réussi à contourner un blocus qui avait été fait sur toute l'information. C'est ça. Ok. Ok, la suite? Là, on arrive au tout début de Q. Au tout début de Q, il y a un événement qu'on appelle maintenant la purge saoudienne. Qu'est-ce que la purge saoudienne? Excuse-moi, je t'arrête, Léo, une seconde. Ouais. Je t'arrête une seconde. Parce que là, je suis inquiet, je regarde le temps, on a 44-35. On avait parlé de faire une émission d'1 heure. On n'a même pas commencé encore la partie justement des émissions et compagnie. Allez, Et mais moi, t'as raison à 100%. Je suis très on va inquiet. passer là. en vite fait. On va passer en vite fait. De toute façon, ce lien-là, messieurs, dames, on va vous le partager quand la vidéo sort. Vous pourriez tous lire et regarder les vidéos de cette petite timeline. Ça va être posté sur mon Substack ou peu importe. Et donc, vous aurez tous accès. Donc voilà, purge saoudienne, Non, mais novembre allez sur le 2017. Substack du canal 17, parce que c'est là que vous allez retrouver absolument tout ça. Donc allez-y, allez-y vraiment. Toutes les infos, c'est très bien On mettra les documenté. liens, on mettra les liens. Voilà. Yes. Donc on va pas cliquer sur toutes les vidéos. Non, Donc on va on a la purge saoudienne, voilà, en 2017. C'est Mohammed Ben Salman qui vire toute la corruption des élites saoudiennes.
Mm. Et après, on a pendant la première administration Trump, on a eu ce qu'on appelle les impeachments, le Russiagate, et tout ça, de fil en aiguille, bah, aujourd'hui, tu as Tulsi Gabbard, la nouvelle directrice des renseignements américains, qui t'explique que le Russiagate, c'était une tentative de coup d'État de l'administration Obama pour tenter de renverser le président Trump. En fait, Léo, C'est ce qu'il de, fait, qui est un c'est travail de la qui est. haute trahison. Ouais, Léo, ce qui fait qu'il y a un travail fondamental, mais on n'a pas le temps aujourd'hui parce que vous êtes venu pour Epstein, hein. Même si absolument tout ce dont Léo parle, tout est lié, absolument tout est lié. C'est ça, j'essaie Euh, de donner une il- vision d'ensemble. ouais, mais sauf que sinon on fera une émission de 4 heures. Si vraiment on y va, on fera une émission de 4 heures. Je sais, mais c'est pour pas rentrer dans les détails. C'est pour Ben juste le oui, titre, voilà. ouais, on avait dit 1 heure, ça fait 46, 24 là. Donc, en Voilà. fait, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller de toute façon, ça, c'est des sujets dont on a parlé à de nombreuses reprises déjà. Mais si Évidemment. vraiment vous voulez comprendre, avant qu'on revienne sur Epstein, parce que c'est quand même le titre, c'est quand même le but de cette émission. Donc, vraiment, encore une fois de plus, je vous répète, je vous invite donc à aller sur le Substack du Canal 17 et vous aurez toutes ces informations détaillées de manière chronologique et vous allez vraiment pouvoir vous plonger plus en profondeur pour réellement comprendre toutes les ramifications. Okay, parce que tout est lié. Hein. On parle de Epstein, mais tout ça, parce qu'il y en a qui vont débarquer, ils vont se dire, mais de quoi est-ce qu'il nous parle là? On est venu pour Epstein, il nous parle de trucs. Mais en fait, tout est lié. Sauf qu'il faut prendre le temps vraiment d'aller creuser, quoi. On n'a pas le temps de le faire maintenant, parce que vous n'êtes pas venu pour ça. Allez, bah, on descend, Ok. bam, Ouais, et ensuite. on arrive à l'arrestation de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell par Donald Trump, tout simplement. Donc on est en juillet 2019, ensuite en août, Jeffrey Epstein se suicide, on connaît l'histoire, et Ghislaine Maxwell est condamnée à 20 ans de prison. Donc là on est en 2019, qu'est-ce qui se passe en 2020 juste après? Covid, opération KO pour faciliter la fraude électorale et accélérer l'agenda mondialiste, tutti quanti. C'est aussi un peu lié. Voilà, hein. Donc il y a les machines Dominion qui sont liées au Venezuela. Donc Venezuela, on en a entendu parler dernièrement. Il y a plein de choses qui sont liées. Hein. Donc au 2020-2021, a.k.a. la plus grosse période de censure de l'histoire de l'humanité, tout simplement. Et ça, Voilà. ça dure jusqu'au moins 2022. Et donc on va descendre encore. 2022. Vous n'avez pas on est oublié toujours- quand même, les gens? Vous n'avez pas oublié cette période? Ah Parce oui. qu'il y en a, on dirait qu'ils ont oublié. Vraiment, non, c'est inoubliable. Puis, C'est ça. ouais, c'est Et lié. comme tu 2022, dis, les gars, voilà, rachat de Twitter par Musk, par Le tournant, c'est ça, le camp Trump, entre guillemets, donc solidification des médias alternatifs. Musk rachète Twitter en 2022, grâce à la purge saoudienne de 2017. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce que le monsieur que vous voyez sur l'image, à gauche de Elon Musk, bah, c'était l'actionnaire majoritaire de Twitter. Yes. Et sans la Al-Walid purge Ben Talal. saoudienne directement liée à Q, Trump, Epstein, ok, Musk n'aurait pas pu racheter Twitter en 2022. C'est-à-dire que depuis 2017, l'achat de Twitter était prévu, programmé. Yes. Et donc voilà, à partir de 2022 jusqu'à aujourd'hui, des centaines de milliers de médias citoyens peuvent se développer à travers le monde. Et je crois que même qu'il y en a des millions. Voilà, tout simplement. Et j'insiste bien sur le mot tournant, parce que, attendez, il faut qu'on s'arrête sur... Ça, c'est un des moments importants de l'histoire de Ah, mais l'humanité. c'est clair. Rappelez-vous, C'est clair. vous avez oublié, on était tous muselés, on ne pouvait strictement rien dire. Et en fait, ce rachat a absolument tout changé. L'information a pu circuler, la vérité a pu éclore, du moins en partie. Ça a absolument tout changé. Il faut vraiment s'arrêter sur ce moment-là, parce que s'il n'y a pas ce moment-là, mais clair, c'est terminé. Le nouvel ordre mondial, les mondialistes ils font ce qu'ils veulent. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais quand il y a eu ce move de Musk à l'époque, mais Musk c'était Jeffrey Epstein, surtout en termes de cadence médiatique, tu vois ce que je veux te dire? Ah oui, Ouais. il a été attaqué de absolument partout. On l'a décrit, voilà. Hein, vous vous rappelez de l'épisode là où on a voulu le faire passer pour un nazi? Et c'était assez drôle justement quand il a fait son truc là, il a fait son salut romain là, et le maire de New York a refait le même truc quelques mois plus tard. Il n'y a aucun média mainstream qui a relevé. Vous vous rappelez de ça ou pas? C'était assez marrant, quoi. Ouais. Ouais, c'est une sacrée période en tout cas. Donc voilà, on va descendre encore.
va descendre, Boris. Excuse-moi, je te commande hein, ce soir. Je n'ai pas Ah, la bah, main je sur, suis sur la au fiche. service. Donc là, on est direct, les gars, 2024-2026, le retour de Trump. Donc, le retour de la diplomatie. Hein. Donc, Yes. il a fait le taf, il a mis fin à cette guerre et il a créé une alternative à l'ONU. Les gens vont crier, les Avec gremlins. une petite zone d'ombre, parce qu'on Voilà. n'est pas non plus une petite. Moi, je vais quand même émettre une critique. Hein. On n'est pas Mais non plus évidemment. des idolâtres. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je sais pas pour. Je parlerai pour moi, je suis pas un idolâtre ni un fan de Trump. J'apprécie, je sais que son travail, il est primordial. Pour moi, c'est un perturbateur qui est venu perturber en fait l'ordre mondial. Mais il y a une petite zone d'ombre. J'ai pas encore. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai pas encore le fin fond mot de l'histoire. C'est l'histoire de la guerre, enfin de voilà ce qui s'est passé à Gaza. Ça, pour l'instant, du moins dans l'opinion publique, ça reste une grosse tache noire. Là, on a effectivement beaucoup de choses qui ont été réglées. Inde, Pakistan, Israël, Iran, Égypte, Éthiopie, RDC, Rwanda. Mais ce qui s'est passé, Voilà. ce qui s'est passé à Gaza reste une tache noire. On aura sûrement le fin mot de l'histoire un jour ou pas. Je Voilà. pense qu'il faut être patient. Ouais. Ouais. Parce que c'est Gaza bien aussi et d'être, Ukraine, c'est c'est bien en, d'être c'est en critique. suspens. C'est bien d'être critique. C'est Bien bien sûr, d'être critique. C'est à pas bien évoluer avec ce qu'on a de sous tout les yeux. Là, gober. alors. C'est pas bien de tout gober, d'être idolâtre. Non, non. Il faut aussi avoir l'esprit critique. C'est super important. C'est clair, c'est clair. Mais même avec un esprit critique, moi, j'ai jamais vu une personne mettre fin à cette guerre dans le monde d'un coup, en 6 mois, 7 mois, 1 an. J'ai jamais vu ça. Voilà. Voilà. Dans les faits, Bien. ça n'existait pas avant. Voilà. Une personne Non, qui mais peut faire ça. Trump, ce qu'il a fait, c'est inédit. Mais tout le monde le sait, ça, c'est inédit. Et les gens, en fait, pour le descendre, ils vont toujours te parler de Israël-Palestine jusqu'à aujourd'hui. Mais Tu vois, évidemment, ils vont C'est dire oui, parce que c'est d'accord, ok. le plus clivant, bien sûr. Voilà. Et Mais, comme tu dis, Olivier, il faut avoir le fin mot de l'histoire, mais ouais, on va attendre, on va attendre. c'est Moi, je reste contradictoire. optimiste. C'est Ouais, ouais. très contradictoire. Arrêter cette guerre et ce truc Israël-Palestine, c'est contradictoire. C'est ce qu'on a à l'heure actuelle. Moi, Un peu comme le vaccin versus Rap Speed versus Covid. bien sûr. c'est ça, C'est c'est deux c'est éléments le même. qui donnent à manger à la contradiction. Et en même temps, comme tu disais, Olivier, avoir de l'esprit critique, on reconnaît Non, mais la moi, en réalité vérité, je connais le fin fond de l'histoire. Je connais le fin fond de Bien l'histoire. sûr. Mais sauf que le fin fond de l'histoire, il y a peut-être 3000 personnes, 4000 personnes qui peuvent le comprendre, tu vois. Non, mais là, je vous parle Absolument. sérieusement, on va dire, tu vois. Absolument. Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est que le fin fond de l'histoire, il va être exposé de manière publique. C'est ce que j'espère. Je n'en suis pas Ah, c'est sûr. important. Et moi, évidemment, je sais très Ouais. bien ce qu'il y a derrière. Je sais très Ouais. bien. Là, je suis volontairement provocateur, veut dire. Mais tu as Évidemment. raison. Sauf que j'ai bien conscience qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent comprendre ce qui s'est réellement passé là-bas. Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est important aussi, comme tu disais, d'équilibrer le débat sur Ouais. les deux. Ouais, Parce qu'on c'est n'est pas clair. délusionnel, il n'y a aucun souci. Et justement, on remet en question ce qu'on voit comme vous, qui nous paraît incohérent. Ouais. Ouais. Yes. Voilà. Bah, on continue du coup. Yes. Création du Board of Peace, boom. Et sans doute la chose la plus importante pour moi à expliquer, c'est que l'équipe Trump, à partir de mi-2025, a utilisé un effet psychologique qu'on appelle l'effet Streisand. Ok. Qu'est-ce que l'effet Streisand? C'est un phénomène psychologique et social selon lequel une tentative de dissimulation, de censure d'une information entraîne une publicité accrue et une diffusion massive. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet boomerang. Voilà. Et c'est exactement la stratégie qu'a fait l'administration Trump pour que tout le monde, et quand on dit tout le Parle monde, de c'est l'affaire Epstein. voilà, la gauche, la droite, les bobos médiatiques, les gauchos médiatiques, les Les droitards Martiens, médiatiques. les mecs sur Pluton, absolument toute la Voilà. galaxie, là, voilà. Exactement. Et ça a fonctionné à merveille. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est... Attends, arrêtons. Qu'est-ce qu'il est fort pour ça? Là encore, c'était hier ou bien aujourd'hui quand il a déclaré non, mais c'est une diversion, parlons d'autre chose. Et moi, je suis mort de rire parce que tu as tous les normistes qui plongent dedans en disant mais comment est-ce qu'il ose, comment est-ce que machin truc, mais parce que ça marche que comme ça. Parce que quand il en parlait à l'époque, quand il en parlait de manière ouverte, mais qu'est-ce que les gens faisaient? Ben, ils le dissimulaient sous le tapis. Donc aujourd'hui, en fait, il a compris. Il a compris comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Yes. C'est ouf. Hein. Yeah. Et même là, petit exemple avec
Il y a Bill Clinton et Hillary Clinton qui doivent témoigner là, dans 10 jours devant le Congrès par rapport à l'affaire Epstein. Et le jour même de l'annonce de la date du témoignage, tu as des journalistes sur la pelouse de la Maison-Blanche qui disent à Trump alors, qu'est-ce que vous pensez, les Clinton qui vont témoigner et tout? Et Trump, toujours dans l'effet Streisand, il leur dit oh non, Bill, je l'aime bien, Bill, c'est pas cool ce que vous lui faites. Laissez-le tranquille. Mais c'est magnifique. Souvenez-vous de 2016. C'est ça, alors qu'il y a 10 ans, il te disait oula, il va avoir de gros problèmes, lui. Et voilà. Donc, on est sur une ligne directrice qui est complètement ouf quand tu prends du recul. Voilà. C'est pour ça que la chronologie, elle est importante. Voilà. Qu'est-ce que, Bobo, tu vas un peu nous expliquer comment est-ce que tu vois les choses se dérouler un petit peu? Voilà, Ouais. quelle est ta vision un petit peu par rapport à ça? Bah, déjà, tout d'abord, j'ai apprécié de voir tous ces éléments parce que c'est vrai que c'est une perspective qui est importante pour les gens qui débarquent. Et avant même que on puisse se projeter dans le futur sur cette affaire Epstein, il faut comprendre qu'il y a plusieurs perspectives et j'aimerais bien qu'on clarifie sur quel public on s'adresse parce que en fonction du public, les perspectives peuvent diverger et c'est important qu'on puisse communiquer comme il faut C'est dessus. bien. C'est très, très Euh, bien. Mais on peut essayer d'être ambitieux et de faire justement le public déjà quelque part averti et puis quelque part le public qui arrive. On peut faire les deux. Ou Ouais, bien, je pense que c'est ou possible. bien est-ce que moi, bon, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi, c'est vrai que j'ai envie de m'adresser au maximum de personnes. Mais en même temps aussi, j'ai envie que ceux qui soient déjà, qui suivent justement, qui font cette guerre de l'information depuis longtemps, ne se sentent pas non plus délaissés. Donc, voilà, il y a à boire et à manger, je ne sais pas. Peut-être faire Bien les sûr. deux, peut-être faire les deux en fait. Bien sûr, on peut rapidement voir comment ça va se passer, mais déjà, avoir les deux divergences que vous avez présentées, c'était extrêmement important pour poser le cadre, parce qu'on voit il y a quelque chose qui est incohérent entre ce que nous disaient les mainstream et ce qu'on vient de voir par rapport à la réalité de l'affaire. Et aujourd'hui, on comprend un peu mieux qu'il y a une stratégie, il y a quelque chose qui est en train d'être joué sur cette affaire Epstein. Et pour ceux qui suivent l'information depuis extrêmement longtemps, la divulgation de ces 3 millions de pages en fait, représente un peu un petit apéritif, rien de très pertinent, très important parce que certains des thèmes étaient déjà abordés, certains des événements étaient déjà plus ou moins euh, disponibles pour ceux qui cherchaient. Et le fait que les noms soient retirés de ces 3 millions de pages représente un petit peu, on reste un peu sur notre faim pour ceux qui cherchent l'actualité. Donc ça, c'est vraiment une perspective des gens qui sont déjà éveillés. Je pense qu'on en est qu'au début. Et tant qu'on n'aura pas des choses concrètes, des noms, une liste qui puisse donner vraiment du poids à toutes ces accusations, ces gens qui ont déjà la plupart de ces informations resteront sur leur faim. Donc, dans ce sens-là, la divulgation de 3 millions de pages représente un petit peu un petit goût d'inachevé, entre guillemets. Et je pense que c'est pour ce public-là, on attend encore des choses beaucoup plus pertinentes et surtout, on attend des actions concrètes qui sont suivies des faits. Vous parliez de Clinton et qui doivent témoigner bientôt. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui se baladent, qui ont l'air de se balader librement à la lumière de ce qu'on sait sur eux. Donc, c'est plutôt dans cette perspective-là que ce public va attendre quelque chose de plus concret, de plus tangible. Par contre, pour ceux qui débarquent sur ces dossiers Epstein, c'est toute une autre histoire. Parce que je pense que ceux qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait sur l'affaire Epstein, ne serait-ce que ces 3 millions de pages, ça a dû bouleverser leur monde. On a vu, tu as posté pas mal, Olivier, sur les différents effets que ça pouvait avoir sur les gens, sur l'éveil, les gens qui s'excusent de ne pas avoir vu, les gens qui littéralement pètent un câble, comme tu le dis. Il y a vraiment beaucoup de répercussions psychologiques sur ce public-là. Et je pense que dans une optique où justement il y a une stratégie de divulgation qui essaie d'englober un maximum de gens pour que le maximum de gens puissent comprendre ce qui se passe, en fonction de la réaction du public, la cadence peut être ralentie. Donc, il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce qu'on ait tout qui nous soit divulgué, si on prend l'ensemble des deux publics, tout qui nous soit divulgué immédiatement. Et surtout, le public qui attend depuis longtemps, il risque encore de devoir ronger son frein parce que si on voit déjà les effets qu'ont eu ces 3 millions de pages sur un public qui vient de découvrir cette affaire, on comprend qu'on ne peut pas tout de suite aller dans les détails et dans les événements plus profonds. On parlait un petit peu en off
de choses comme le clonage, de choses comme vraiment très, très profondes, très sombres liées à cette affaire Epstein, qui sont vraiment substantielles. Mais il faut comprendre aussi que ce public qui vient de s'éveiller doit pouvoir digérer, entre guillemets, tout ce qui lui a été présenté. Un peu comme nous quand on est arrivé dessus. Parce que je me rappelle, il y a 10 ans, quand j'ai découvert ces informations, c'était quelque chose qui m'avait troublé pendant des mois. Tu n'endors pas. Tu te demandes quelle est la réalité du monde dans lequel tu vis, en fait. Si ça, c'est vrai, qu'est-ce que tout ce qu'on t'a expliqué depuis que tu es né représente finalement par rapport à ça? Donc, c'est important d'avoir un peu de recul et de suivre le rythme qui est dicté par cette stratégie si on sent qu'il y a une stratégie, parce que il se peut qu'il ne soit pas aussi brutal que ce qu'on pense avoir eu déjà en début d'année. Et c'est important de vraiment mesurer les 2 poids, 2 mesures, parce qu'en fonction du public, il va y avoir 2 vitesses. Et pour le public qui s'éveille, clairement, là, on les a accélérés, en fait. Donc, il faut aussi le prendre en compte là-dessus. Donc, c'est un peu la perspective que j'aurai sur cette affaire pour les mois à venir, du moins, sur l'année à venir. Léo, est-ce que tu as envie de rebondir dessus ou pas? Je pense que ce que Bobo a très très bien expliqué là, c'est que on est face à quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité internationale, voire carrément mondiale, parce que tu peux pas imposer un rythme aux gens, en fait. Tu peux pas leur imposer ce monde-là, sachant qu'ils ont été ignorants de ces faits toute leur vie. Tout leur balancer d'un coup, ce n'est pas possible. Voilà. Et d'où ces explications-là qu'on a eues par l'opération Q, où 90% iraient à l'hôpital, en fait, si tu balançais tout d'un coup. Et c'est réel, quoi. Donc on est déjà dans quelque chose qui a une direction qui va être la divulgation totale, mais ça va prendre encore du temps. Voilà. Ça va prendre encore du temps. Bien que là, les gars, attention, on n'est pas du tout défaitiste, on est très optimiste, on l'a toujours été sur ce genre de choses. Mais voilà, contrairement à ce que dit Boris, qui prend un peu plus de recul sur l'ensemble de la situation, là, au bout de 15 jours, mais c'est à chaud, mais il y a 50, on a fait un petit truc dessus, si on a le temps, on en parle, mais il y a 50 démissions, 70 enquêtes qui ont été ouvertes, et rien qu'en Europe, juste en Europe. C'est-à-dire que c'est à chaud, c'est déjà bam, bam, bam. On parle même pas de trucs hardcore, de mœurs, de religion satanique. On parle juste des fois de corruption. On parle de blanchiment, on parle d'influence. On comprend le fonctionnement des coulisses de ce système de gouvernance. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, Jeffrey Epstein était un outil de gouvernance. Tsunami Epstein, 68 enquêtes judiciaires, 55 démissions, 18 perquisitions en 15 jours. Voilà. Boris, je vais te laisser balayer un peu le truc délicatement. On a le Royaume-Uni. Voilà. Donc Royaume-Uni, on a tous entendu parler. Crise constitutionnelle, le gouvernement Starmer, démission sur démission. Il y a la Norvège aussi. Tu peux descendre, Boris. La Norvège, mais c'est complètement what the fuck ce qui est en train de se passer. On va s'arrêter sur un cas, voilà, sur celui-ci. Thorbjørn Jagland. Pas Jackland, les gars. Jagland. C'est l'ancien Premier ministre norvégien. Pardon. C'est le cousin. Voilà. Il a aussi été président du Comité Nobel de la paix. Il a ensuite été secrétaire général du Conseil de l'Europe. Et ce mec-là vient de se faire perquisitionner et il y a des enquêtes monstres qui sont ouvertes à son encontre par rapport à l'affaire Epstein. Voilà. Donc, c'est pas n'importe qui. On parle du prix Nobel de la paix, Conseil de l'Europe, ancien Premier ministre, voilà, diplomate très connu en Occident. Et il y en a plein des comme ça. Voilà, je crois que c'est celui qui avait donné le prix Nobel à Obama. Oui, je crois bien. Il me semble. Je crois bien. Attends, il y a la princesse héritière
Ah oui, pardon. Ouais, mais c'est pas grave. Tac, tac, tac. Non, monte un peu. De Norvège, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça, on est toujours en Norvège. C'est la princesse héritière, Mette Marit, qui a dû présenter des excuses en direct à la télévision. Elle a échangé des contacts avec Jeffrey Epstein pendant des années et un mail qui a retourné Internet, c'est la princesse qui dit à Jeffrey Epstein, bientôt on ne pourra plus créer de nouveaux humains, on pourra simplement les concevoir en laboratoire. Parole de princesse, les gars. Voilà, donc on est en 2012 quand cette meuf écrit ça. Voilà, elle est obligée aujourd'hui en 2026 de présenter des excuses télévisées. Bref, Rétropédalage. Il me semble qu'elle avait eu également des enfants nés d'une relation avec Epstein pour approfondir le sujet c'est de ça. leur relation. C'est ça. Audit interne et enquête sur l'actuel président du Forum économique mondial de Davos, qui est aussi norvégien, putain, j'arrive pas, norvégien, Borg Brand, voilà. Donc ce mec-là est aussi dans la merde. Et il y en a plein en dessous, vous pouvez voir. Donc on descend, il y a la France, voilà, la France, bon bah, on a entendu parler, Jack Lang, sa fille, voilà, cousin. le cousin. Du Norvégeois. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a Jack Lang, sa fille. On a des diplomates, bon, qui sont jetés sous les roues là, par le Quai d'Orsay, par Macron. Mais on a en surprise le directeur de la Banque de France qui a démissionné, tout simplement. Ouais. Le 8 février 2026. Donc démission surprise de François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Voilà. Allemagne aussi, ça bouge. Voilà, donc on va passer sur la fin en vitesse, hein, Boris. Donc Allemagne, des diplomates, des anciens ministres, des ONG, des associations, Belgique, famille royale, prince, le frère du roi, mais des dossiers monstres, des dossiers monstres. Et en fait, chaque pays en Europe et en Occident vit la même crise avec ses élites par rapport au dossier Epstein qui viennent de sortir. Voilà. Donc, aux Pays-Bas, le cas d'une grosse banque, voilà, donc perquisition dans ses bureaux, enquête ouverte, Slovaquie, démission du conseiller à la sécurité nationale, en Suède, la présidente d'un gros fonds et de grosses ONG, elle démissionne, enquête. En Finlande également, enquête. Espagne également, mais beaucoup de fondations en fait du côté espagnol. Beaucoup de fondations qui se font tirer dessus littéralement dans les fichiers Epstein. Voilà, donc il y a énormément d'éléments. C'est juste un petit résumé au cas par cas que j'ai essayé de faire. Voilà. On va vous le partager, le lien. Mais c'est monstrueux. On n'est que à 15 jours. Voilà. Et donc là, même avant d'enregistrer l'émission, j'ai dû compléter parce que j'ai vu dernière minute Goldman Sachs. Ce dont parlait Olivier, là, Cathy Rumler, ancienne de l'administration Obama, effectivement. Exactement. Donc voilà. Donc, au total, 55 démissions ont été enregistrées, 70% en Europe. 68 enquêtes ont été ouvertes. Donc on a l'Okorim, qui est la police criminelle norvégienne, qui est en tête en termes des enquêtes, suivi par Scotland Yard, qui est en Angleterre, et le parquet national de France, qui est à 8 aussi. Et voilà, avec 18 perquisitions, c'est... Voilà, donc voilà pour le topo, les gars, c'est complètement ouf. Les répercussions sont instantanées et ça fait que 15 jours. Voilà. Ça fait que 15 jours et ça ne couvre qu'une partie. Hein. Ça ne couvre que la surface visible de l'iceberg ici. Hein. On est bien d'accord qu'on est loin du fond de l'histoire, mais c'est déjà pas mal. Au niveau du temps, je suis incapable de dire justement comment est-ce que les choses vont se passer, si ça va se passer. Enfin, si, moi je pense, j'ai quand même ma petite idée. Je pense qu'il y a une stratégie en fait derrière ce processus de divulgation. J'ai l'impression en fait que on envoie quelques informations pour laisser certains en fait tomber dans un piège.
Donc ça veut donc dire, par exemple, il y a des gens qui vont dire, je vais prendre le cas tout simple de 2 personnes qui sont fait piéger, 2 personnes éminentes. Alors il y a le secrétaire au commerce qui s'appelle Howard Lutnick, qui donc au Congrès en fait s'est fait piéger. Il s'est littéralement fait piéger parce qu'il avait dit en fait que lui, il avait rien à voir avec Epstein, que c'était une mauvaise personne. Et on a appris en fait que finalement il était allé sur l'île, bon, avec sa femme et ses enfants et sa nounou. Mais bon, ça fait quand même bizarre quand tu dis le mec, je le connaissais pas, je le détestais, c'était juste mon voisin. Après dire en fait, je suis allé sur l'île avec ma femme et mes enfants, il y a quand même une différence énorme. Ok. Et il y a également l'avocat Dershowitz qui s'est fait piéger aussi par un mec qui s'appelle Bassem. J'ai oublié son nom de famille, et il s'appelle Bassem quelque chose. Et qui lui a dit en fait chez Piers Morgan. Alors toi, en fait, tu disais que jamais tu n'avais été mêlé de près ou de loin à quelque activité sexuelle ou quoi que ce soit. Et en fait, les fichiers donc ont montré que il avait reçu des massages. Et donc lui s'est défendu. Il a dit ouais, c'est vrai, j'ai reçu des massages, mais elle avait 50 ans. Elle était, je sais pas, elle était russe ou bien je ne sais plus quoi. Elle avait 50 ans et j'ai gardé mes sous-vêtements. En fait, les mecs sont en train de se ridiculiser et surtout en fait de détruire leur soi-disant alibi ou bien voilà, ils les détruisent. Je prends ces 2 exemples parce que c'est les plus récents que j'ai en tête. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, on a appris, par exemple, que une des bras droits de Obama, qui est chez JP Morgan, aussi pareil, il s'est fait piéger, mais de la même façon, en fait, tu vois. Donc, moi, j'ai rien à voir avec lui. C'était un méchant garçon. Et on se rend compte, en fait, que les emails montrent qu'ils étaient super proches, que, voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une stratégie, en fait, qui consiste effectivement à, au départ, balancer, laisser les normies prendre un petit peu la cadence, hein, donc digérer tout ça, et en même temps aussi piéger donc tous ceux qui se préparent depuis, parce qu'il y a un moment donné, ils savaient que ça allait sortir, hein, donc tous ceux qui se préparaient, qui avaient préparé des défenses, qui avaient donc consulté des cabinets d'avocats pour savoir ce qu'ils allaient dire, et tout d'un coup, en fait, leur stratégie à eux, elle est complètement détruite, en fait, par l'autre stratégie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, pour moi, je pense qu'il y a une vraie volonté, en fait, d'exposer non seulement les actes de tous ces personnages-là, mais également leurs mensonges, quand ils sont prendre la main dans le sac. Voilà. Alors, au niveau du timing, au niveau de la durée, alors je ne sais pas si on va avoir quelque chose qui va revenir dans une semaine, parce qu'il faut quand même dire qu'ils sont quand même très forts. Personne n'a vu arriver cette divulgation, c'est-à-dire que tout le monde l'attendait à d'autres moments auparavant, mais personne ne l'a vu arriver là maintenant. Parce que les gens se disaient, ouais, tout le monde disait, ouais, mais ça va jamais sortir. Ça va jamais sortir, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça arrivé, personne ne s'y attendait. Donc ça veut donc dire que quand ça va arriver la seconde fois, il n'y a personne qui va s'y attendre. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'avancer par rapport à quand. Ça peut très bien être l'an prochain, ça peut très bien être dans 2 semaines, ça peut très bien être dans 3 mois, dans 6 mois. Je n'en sais absolument rien. Je n'en sais absolument rien, mais on sait que ça va arriver. Voilà. Et j'aimerais conclure sur quelque chose qui est très important. Il y a aussi quelque chose qui se joue en ce moment, c'est l'opinion publique. Il faut travailler l'opinion publique. Il faut que l'opinion publique soit prête d'abord dans un premier temps. Il faut que l'opinion publique soit d'abord digère, soit écœurée et demande justice. Et quand l'opinion publique sera tellement dégoûtée et qu'elle demandera justice, là, on pourra passer effectivement aux inculpations, et aux arrestations et à ce que vous voulez. Mais avant ça, non. Il faut vraiment, vraiment que l'opinion publique, et on voit bien qu'on est en train d'aller dans ce sens, hein. L'opinion publique, elle est révoltée, elle est outrée. Vous voyez, donc voilà. Février 2026, tu allumes Instagram, tu allumes TikTok, tu allumes Twitter. C'est le sujet, c'est les gars, mais qui va venir chercher ces fous-là? Voilà, qui va venir les arrêter? C'est la question que tout le monde pose sur Internet. Et il y a toute la nouvelle génération là, mais qui est en ébullition. La Gen Z, elle est super révoltée, bien sûr. Ouais. Elle va jamais laisser passer ça. Il va pas s'écouler 15 ans sans que rien ne se passe. Mais encore 15 ans, tu vas super loin. 15 ans, c'est gentil. Mais non. Là, il y a des choses qui vont se jouer là maintenant. Là. Attendez. Et Trump, il a plus que 3 ans de pouvoir. Hein. Si c'est pas maintenant, ça va jamais se passer. Hein.
Je vous le Mm. dis, hein, parce que si vous Mm. pensez que les mecs et tout machin, ils vont, genre, qu'il va rien se passer maintenant et tout machin, et que Trump, il va... Non, mais attendez, ils sont obligés de les tuer maintenant. Oui, Sinon, clairement. Dans, ils sont dans- obligés. dans la chronologie, ouais. Dans la Ça va pas chronologie, être... c'est Non, mais c'est le dans la deuxième terme. chronologie et même dans le réalisme, en fait. Si c'est pas Mm. maintenant, ce sera jamais. Ouais, C'est ouais, clair et net. Ce sera ouais. jamais. Si aujourd'hui tu ne tues pas les mecs alors que tu as ça entre les mains et que tu balances et que mais tu vas jamais les tuer, en fait. Tu vas jamais Mm. les tuer. Ou alors ça voudrait dire qu'on s'est complètement planté et que les mecs, en fait, ils sont aussi pourris les uns que les autres et qu'ils nous ont baladés. C'est ça que ça veut dire, en fait, concrètement parlant. S'il se passe rien là, c'est que les mecs, c'est qu'ils sont tous aussi. Et dans ce cas-là, la thèse de ceux qui disent ouais, en fait, c'est deux camps qui font semblant de se battre, mais ils ont raison à 1000%, les gars. À 1000%. Mm. S'il se passe rien là, c'est clair et net. Ouais, Donc, ouais, attendre 15 ans, ça veut dire qu'on s'est tous fait balader. C'est aussi simple que ça. ouais. En tout cas, c'est Bah, clair que. dans 15 ans, le monde n'aura rien à voir avec, Mais qu'est-ce que tu parles dans avec 15 ans? celui-ci. À la fin de l'année, le monde, il aura rien. Alors, moi, je m'avance, moi. À la fin de l'année, ce monde n'aura Ah. plus rien à voir avec ce qu'on n'a jamais connu. Moi, je m'avance. OK? Enfin. À la fin de l'année. Ouais. Ah, mais c'est clair, ça va tellement vite sans qu'on s'en rende compte en fonction de son point de vue. C'est une question de perception, en fait, tout simplement. Mais ça va Après, tellement non, mais vite. c'est une question de perception aussi et d'analyse. C'est Ouais. pas, moi, je suis pas en train de. C'est aussi une question d'analyse, c'est aussi une question de fait, c'est aussi une question de réalité. Ah, bien Euh, sûr. si il y a des échéances qui sont très concrètes, hein, là même par exemple, on peut parler des midterms américaines qui arrivent, qui auront aussi leur rôle à jouer. Les midterms, elles arrivent, imaginons que les démocrates gagnent. Hein, la roue, elle commence à tourner encore dans un autre sens. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais attendez, c'est pas C'est ça. un truc de perception. Hein. C'est un Si- truc Oui, supporté par la si le réalité. là. boulot, Ouais. si le boulot il n'a pas été fait aux États-Unis avant les midterms, c'est clair que Ouais, mais voilà. c'est clair. Parce que je vais vous dire, si le boulot n'a pas été fait aux États-Unis avant les midterms, même tous ceux qui supportent le camp républicain, ils vont se dire, en fait, ils sont en train de couvrir, c'est des pourris. Ouais. Et c'est ce que beaucoup de gens commencent déjà à penser aujourd'hui, réellement, tu vois. S'il n'y a rien qui se passe là, ils vont dire, bon, en fait, les mecs, ils nous baladent. C'est des mythos. Ouais. Ils sont à fond dans le truc, tu vois. Donc, Ouais, ceux qui sont, donc non, ça va se passer maintenant, là. Ça va se passer maintenant, c'est clair. En tout cas, je suis extrêmement optimiste, comme tu dis, Olivier, malgré ce qu'on voit, parce que s'il doit y avoir quelque chose qui doit être fait, on est à l'heure de vérité. Il y a 10 ans, Ouais. c'était plus compliqué d'entrevoir quelque chose de concret, mais aujourd'hui, comme tu dis, on n'a plus le choix. Soit on voit, soit il y a une autre réalité qui se présente à nous. C'est maintenant ou jamais, c'est clair. Ah non, c'est une bonne façon, je pense, de conclure ce débat. Ouais. Après, Bien. pour ceux qui veulent, juste avant peut-être, Léo, tu m'excuses, pour ceux qui veulent revoir un petit peu, parce que cette affaire Epstein, on vous a dit dès le début, ça fait des années qu'on en parle, c'est pas la première fois qu'on en parle. Olivier, je regardais ton canal, tu as plus de 800 posts sur Epstein quand même en 3 ans, donc c'est pas un petit sujet qui vient d'arriver pour Non. ceux qui débarquent sur le thème. C'est pas quelque chose qu'on vient d'aborder, donc il y a vraiment un historique, il y a vraiment une vraie présence sur ce sujet. On en parlait déjà en 2023, on avait fait une émission dessus avec le Pizzagate. On en parlait encore l'année dernière, on a fait une émission discussion privée épisode 19. On va essayer de vous partager tous ces liens, soit dans la vidéo, soit dans les commentaires. Mais pour ceux qui s'imprègnent du sujet, qui viennent de débarquer dessus, ce serait intéressant que vous puissiez remonter un peu le temps et voir les perspectives qu'on avait déjà il y a 3 ans, il y a 2 ans, ce que tu publiais, Olivier, il y a 2 ans sur ton canal par rapport à cette affaire Epstein. Vous verrez que on n'est pas si loin de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'ai même envie de dire qu'on était exactement sur le bon point sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, peut-être un peu plus de poids et de pertinence aux propos sur le futur de cette affaire. Tout à fait. Yes. Tout à fait. Dans le mille. Dans le mille. Yes. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? On a 1h14. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ou bien est-ce qu'on s'arrête là? C'est comment? Moi, je pense que c'est complet de mon côté, en tout cas. Attends, je pense que Léo, tu n'avais pas un truc, une petite rubrique que tu voulais faire par rapport aux démissions, des gens qui ont démissionné ou je sais pas quoi? Il y a les répercussions à chaud, là. Déjà, parce Yes. que nous, on parle de dans 1 an, dans 15 ans, les arrestations, les trucs. Mais là, tout de suite, là, il se passe déjà des choses de fou. C'est Ouais, je pense qu'on a balayé pour ce qui est
de ce qui se passe actuellement. Je pense que l'affaire Epstein est loin d'être terminée, mais tout simplement l'affaire de la divulgation de ce qui se passe dans ce monde, en règle générale, est loin d'être terminée. 2026 a l'air d'être parti sur les chapeaux de roue. Et puis, il faut, je pense, rester très solide, aussi bien physiquement, mentalement que spirituellement, pour suivre la cadence qui va arriver. C'est clair. Totalement. C'est clair. Totalement. Ok, ben on va conclure ici. Yes. Hein, on va conclure ici. Pour garder le dynamisme qu'on a eu depuis le début. Très content du dynamisme. Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Je vais laisser mes compères en fait vous dire au revoir. Prenez soin de vous, de vos familles, hein, et puis voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt. À très bientôt en 2026. Allez, portez-vous bien tous. Ciao à tous. Merci de nous avoir écoutés.